Bonjour à tous, bienvenue, nouveau format, le premier, donc c'est un My World mais spécial parce qu'on passe en mode interview de joueurs et joueuses professionnels. Forcément, je suis accompagné de mon cher Ezou avec moi parce qu'on parle basket. Et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, parce que nous, on l'apprécie beaucoup avec Ezou, qui s'appelle Marie-Ève Paget. Donc voilà, déjà Marie, j'espère que tu vas bien et que en ce moment, tout est OK de ton côté. Bonjour à tous les deux. Merci, tout va bien. Je suis contente d'être ici. Euh, Voilà, Parfait. j'ai hâte de mener cette interview. Très bien. Et ben du coup, on va te laisser la main pour cette première partie. Comme certains le voient, voilà, c'est faisons connaissance, que ceux qui nous regardent puissent te connaître au travers de cette interview qui va retracer ta carrière et ta vie. Mais là, c'est plus pour que toi, tu puisses te présenter aux gens déjà avant qu'on enchaîne avec des questions plus poussées ou plus sur ta carrière précise. Donc pour qu'ils puissent connaître qui est Marie-Ève Paget. Donc je m'appelle Marie-Ève Paget, tout le monde m'appelle Mep, c'est mon surnom et c'est comme ça qu'on me connaît le mieux d'ailleurs. Je suis basketteuse professionnelle de 5-5 depuis 14 saisons maintenant. J'évolue actuellement au club de Villeneuve d'Ascq dans le Nord depuis la saison dernière. J'ai eu la chance de passer par plusieurs clubs professionnels comme Nice, Angers, Charleville et Basketland. Je suis aussi membre de l'équipe de France 3-3 depuis 2018. J'ai notamment participé à deux Jeux olympiques, donc Tokyo pour la première du 3-3 et Paris cet été. J'ai participé aussi à quelques Coupes du Monde et à quelques Coupes d'Europe aussi. Donc voilà, j'ai quelques sélections à mon actif. Sinon, en dehors du basket, j'ai plutôt des loisirs simples. J'aime bien sortir Mhm. avec mes amis, aller au restaurant, aller au cinéma, regarder des films, des séries. Et aussi, il y a quelques causes qui me tiennent à cœur et j'essaie de m'investir dans ces causes-là. Notamment, je suis donc, marraine d'une association qui s'appelle Ma Maison Bleue, qui est une association qui aide les familles qui ont des personnes en situation d'handicap au sein de leur famille. Généralement, c'est plus spécifique sur des enfants qui ont des troubles autistiques. Donc voilà, c'est une association qui est basée sur Mont-de-Marsan. J'ai matché avec la présidente et j'ai accepté d'être leur marraine et un peu leur porte-parole parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Et je suis aussi ambassadrice d'une association qui s'appelle Recycle Ball. Alors ça, c'est tout frais parce que ça va sortir bientôt. Et c'est une association qui donne une seconde vie à des ballons de basket ou de rugby usagés et qui les transforme voilà, en des petits objets comme des montres, des porte-cartes, des porte-clés, etc. Et c'est surtout des personnes qui sont en situation de handicap aussi qui fabriquent ces objets-là et donc qui leur donnent une seconde vie. Donc voilà, avec Rémi, le fondateur d'ailleurs de cette association, on s'entend très bien là-dessus. Donc voilà un petit peu pour qui je suis ce que je fais dans la vie. Ok, très bien. Bah écoute, super présentation. Comme ça, ils te connaissent un petit peu plus. Et moi, ce que je te propose, c'est que maintenant, on reparte un petit peu sur tes origines. On va faire un petit peu de tes premiers pas au sommet. Et donc, ma première question, elle va être assez précise. C'est savoir un petit peu, on sait que tu viens d'Annecy, savoir quel impact a eu Annecy justement dans ton enfance et dans ton début de carrière et d'envie de démarrer dans le sport. Annecy, c'est tout simplement là d'où je viens. En fait, c'est mes origines, c'est mon ancrage. Il y a toujours un adage qui dit quand tu sais pas où tu vas, tu regardes où tu viens. Et clairement, là d'où je viens, c'est Annecy. C'est là où il y a ma famille encore actuellement, mes parents, mon petit frère. C'est là que j'ai côtoyé mes premiers amis, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans le basket. Donc ça signifie beaucoup pour moi. D'ailleurs, je joue avec le numéro 74 aujourd'hui en club parce que c'est pour représenter là d'où je viens, donc mon département, la Haute-Savoie. Non, non, je suis toujours très attachée à ma région et très fière surtout de ma ville. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais avoir 31 ans. J'ai commencé le basket à 5 ans. C'est mon père qui m'a transmis un peu, avec ma grand-mère aussi, ma paternelle, qui m'ont transmis un peu ce goût pour le sport. Donc, tout de suite, dès que enfin, toute petite, j'ai commencé déjà à courir, marcher, à faire des balades en vélo avec mon père, etc. Donc, j'avais toujours cet attrait un peu pour le sport. J'adorais ça à l'école. J'ai accroché quand on m'a mis au basket. Et donc, voilà, je suis restée 7 ans à Annecy jusqu'à ma catégorie minime où j'ai fait ma première année en championnat de France
là-bas avant de partir un peu bon, pas très loin non plus, hein, parce que c'est Chambéry, Challes-les-Eaux, c'est à côté. C'est pas très, très loin en tout cas d'Annecy. Mais voilà, Annecy, ça a vraiment une empreinte, qui a fait en fait qui je suis aujourd'hui, il y a beaucoup de d'Annecy, même si c'est pas une, terre de basket chez moi, parce que c'est plutôt des sports comme le ski, des sports d'hiver ou du trail. Bah, en tout cas, moi je me suis lancée dans le basket et j'ai accroché. Ok, super. Ben justement, c'est parfait parce que ma question suivante, c'est au niveau du basket, quand tu as été justement plus petite, quelle a été ton inspiration? Est-ce que c'était une joueuse précise de basket ou est-ce que ça a été un joueur qui t'a vraiment inspiré quand tu étais jeune pour devenir la basketteuse que tu es devenue? Alors, moi mes parents sont pas du tout basketteurs parce que mon père, il faisait du tennis de table, donc pas grand chose à voir avec le basket et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait quand même pas les moyens qu'on pouvait avoir aujourd'hui, avoir accès à internet, facilement, les vidéos et cetera et du coup, en fait, j'ai pas été imprégnée, en étant plus jeune, d'une culture basket. Donc en fait, moi, j'ai pas je me souviens pas avoir regardé des matchs et cetera, enfin ou des vidéos sur YouTube. Enfin, c'est arrivé beaucoup plus tard, en fait. C'est arrivé quand justement j'ai pu avoir accès à ça et que je commençais à partir au centre de formation, au pôle espoir et cetera, quand j'étais un peu plus âgée et j'ai pas eu une personne qui m'a inspirée en particulier, mais en fait, je me suis inspirée d'un tas de basketteurs, un tas de basketteuses et même au-delà, du basket, je me suis inspirée aussi beaucoup de sportifs et de sportives qui en qui, et chacun d'eux m'a inspiré quelque chose. Je dis n'importe quoi, par exemple, Martin Fourcade, c'était, donc un skieur, un biathlète et c'est incroyable de voir la longévité qu'il a eue dans sa discipline. Donc ça, c'était impactant. Clarissa Bemenou, notre judokate, qui a été maman et qui a pu, reprendre sa carrière derrière. Enfin, voilà, après au niveau du basket, évidemment, il y a les grands noms qu'on connaît tous, Tony Parker, Allen Iverson, Chris Paul, Céline Dumerc, Diana Taurasi, enfin toutes ces grandes joueuses-là qui m'ont forcément inspirée, quand moi j'étais jeune, mais j'ai pas eu une source d'inspiration. J'admire d'ailleurs vraiment, plein de sportifs et de sportifs pour différentes raisons. Ok, je vois très bien. Marie, tu nous as parlé un moment de Pôle Espoir et de centre de formation. À partir du moment où c'est vraiment devenu sérieux, comment tu as fait l'équilibrage entre le sport, du coup ta passion du basket et tout, etc. On sait que tu as pris beaucoup de plaisir. On rappelle, j'ai pu voir que depuis tes 5 ans, tu faisais du basket. Et entre-temps, tu as eu les études. Donc, est-ce que tu as eu une certaine pression de tes parents? Donc, comment tu as fait pour eu cet équilibre entre les deux? Alors, moi je suis fille de prof. Mes parents sont profs tous les Ouais, 2. Donc forcément, l'école a toujours eu une place importante, bah, dans mon éducation et dans mon parcours, mais aussi parce que moi j'aimais ça, moi j'aimais bien l'école, j'aimais bien y aller, j'adorais apprendre, découvrir de nouvelles choses. Donc en fait, j'ai toujours aimé, étudier, apprendre et donc en fait naturellement, j'ai fait les 2. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est jeune, c'est priorité aux études et même quand on rentre en centre de formation ou un pôle espoir, c'est quand même, l'activité sportive qui est aménagée autour des études ou en tout cas les études aménagées autour de ça. Mais en fait, ça nous permet de continuer à faire les 2. Donc voilà, jusqu'à mon bac, ça a été, voilà ça a été, la continuité des 2. Après, c'est ça. moi je voulais être professeure d'EPS. Ouais, C'est vraiment ce que je voulais faire en post-carrière potentielle. Donc moi j'ai passé, donc j'ai gravi les échelons, naturellement avec le basket, avec les sélections départementales, régionales, pôle espoir, centre de formation, jusqu'à mon premier contrat professionnel. Mais même une fois que j'ai eu mon premier contrat professionnel à mes 18 ans, j'ai continué mes études post-bac parce que je voulais être professeure d'EPS. C'était aussi une manière, voilà de trouver un équilibre entre ma pratique sportive et mon équilibre en tant que jeune femme et surtout, dans mon process bah, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une carrière. Ce qui était aussi nouveau pour mes parents, ils m'ont toujours accompagnée et soutenue, mais ils m'ont toujours dit aussi que c'était important parce qu'on ne savait jamais, bah, c'est la réalité, hein, si on n'est jamais à l'abri d'une blessure, on n'est jamais à l'abri que ça ne marche pas, donc forcément il faut une solution de repli. Et donc j'ai eu ma licence TAPS et mon master enseignement, j'ai passé mon concours et je suis devenue prof d'EPS. Et une fois que j'avais entre guillemets «assuré mon avenir», là j'ai pu me concentrer uniquement sur ma carrière, sportive professionnelle. Donc voilà, j'ai eu mon concours en 2016 et j'ai été diplômée en 2017. Donc jusqu'à mes 22 ans, j'ai fait le double cursus école et basket. Alors c'est pas
C'est pas facile parce qu'il faut savoir, être organisé, faut faire preuve de discipline. Des fois, ça représente, quelques sacrifices. Voilà, bon, quand je révisais mon concours, je me rappelle, bah, j'allais faire le before avec mes copines, mais je sortais pas, quoi, par exemple. C'était, voilà, c'était, Ouais. le compromis que moi j'avais trouvé pour mener tous mes objectifs de front sans m'oublier moi-même parce que je pense que c'est important, bah, de vivre sa vie tout simplement et que, des moments comme les soirées, les moments avec les amis, c'est aussi tout important que, mener, réussir ses études et donc voilà, c'est toute une histoire de compromis et ça a été un sacré rythme. Déjà des fois, quand je regarde en arrière et je me dis: «Mais comment j'ai fait?» Je ne sais pas si je serais capable de le refaire encore aujourd'hui. En fait, une fois qu'on est motivé, qu'on est déterminé et qu'en fait, on est dans le process, on se pose pas la question de commencer sans. Parce que moi, j'ai toujours connu les 2. C'est une fois que j'ai connu qu'il y avait, bah, une fois que j'ai eu plus d'études, je me suis dit: «Ah ouais, c'est sympa aussi de pouvoir prendre son Ouais. temps, de pouvoir faire de voilà, de je suis pas obligée de courir partout, quoi. Si j'ai envie de rester une demi heure à la salle de plus, bah, là, je peux aller voir le kiné, enfin, voilà, donc on va dire que ça s'est bien goupillé à l'instant T, mais aujourd'hui, je suis contente aussi d'avoir assuré mes arrières et potentiellement et puis, voilà, continuer à me concentrer sur ma carrière. Tu nous parlais de rythme, y en 2019, tu déclarais dans une interview que, les sélections, U16, du coup, ça a été, très compliqué pour toi. Heu, comment tu as pu gérer cette situation? Alors pour remettre le contexte, c'est vrai que la préparation U16 en équipe de France, donc c'était sur l'été, on préparait le championnat Mmh. d'Europe qui avait lieu, fin août et la prépa, elle a commencé en juillet, donc un mois et demi de prépa, c'est quand même très lourd et en fait, ça a été, une comment dire? De mes préparations les plus dures parce que, physiquement, voilà, on s'entraînait beaucoup. C'était intense, donc je me rappelle en 2 semaines et demie, sur les 2 premières semaines et demie, j'avais perdu 5 kilos. Parce sans forcément, faire grand-chose, hein, juste en m'entraînant parce que c'était tellement intense, il faisait chaud, que voilà, j'avais pu, fondre. Mais aussi, mentalement parlant parce qu'on avait un coach, Jérôme Fournier, que je salue au passage, mais qui était très axé, sur l'aspect mental et psychologique. Et en fait, il nous faisait faire des exercices de style qui, à notre âge, étaient, pas anodin. C'est pas facile de communiquer de manière générale, mais d'autant plus quand on est jeune, c'est toujours plus compliqué. Donc, je me rappelle, il y avait des exercices qu'on devait faire, notamment un où c'était les entretiens. Donc, en fait, au tout début, on était seul face à une caméra. Il y avait une série de questions sur un tableau. Donc bon, on appuyait sur enregistrer, on répondait aux listes de questions, on appuyait sur le bouton et en fait, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on était dans un amphithéâtre avec, tout le staff et nous et en fait, ils projetaient la vidéo de nos questions sur le grand écran. Donc tu voyais ta grosse tête en plein. En fait, tu réécoutais ton interview et ils te reposaient des questions dessus. Et franchement, c'est super compliqué parce que déjà, tu vois, face à une caméra, répondre seul et en plus te regarder devant le staff qui t'analyse, qui te juge, qui te pose des questions et ben, c'est quand tu as même pas 16 ans, c'est un exercice compliqué. Et aucun regret parce que forcément ça forge et ça forge un caractère, ça développe des Ouais, c'est sûr. compétences de communication, de savoir, voilà, mettre des mots, sur ce que tu ressens, savoir t'évaluer, savoir qui tu es, quelles sont tes forces, tes faiblesses, enfin voilà. Donc c'est pour ça que cette année-là, elle a été hyper compliquée parce qu'on était toujours challengés physiquement et mentalement parlant et que, moi je suis arrivée dans un groupe aussi que je connaissais pas parce que j'avais pas forcément fait toutes les étapes d'avant et du coup, j'étais pas à l'INSEP donc je connaissais pas forcément les filles. Donc au début, j'étais un peu isolée puis finalement après voilà, j'ai appris à connaître tout le monde, ça a été dur mais j'ai survécu et au final, à la fin, j'ai été prise dans le groupe final donc ça a été vraiment une belle expérience mais ça a pas été simple. Ça a pas été simple. On peut comprendre, on peut vraiment comprendre avec ce que tu expliques, surtout l'exercice. Je connaissais pas ce type d'exercice d'être filmé, puis ensuite de se voir après avoir été filmé en répondant à des Mmh. questions et d'avoir d'autres questions derrière. C'est intéressant de connaître ça aussi. Et c'est vrai que bah, pour votre mental et pour la manière dont vous travaillez là-dessus, c'est hyper intéressant. Surtout d'entendre aussi ton retour personnel de comment tu l'as vécu. Moi, je peux revenir un peu plus en arrière quand tu as dit que du coup, tu avais voulu absolument devenir prof de sport. C'est quoi le déclic que tu as eu à ce moment-là, à cette période-là, qui a fait que tu t'es dit, euh, comme ça, que ce soit post-carrière ou si le basket ça fonctionnait pas, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux être prof de sport? Heu, alors, je pense que déjà, il y a forcément, une influence de la part de mes parents qui sont eux-mêmes professeurs, hein. Quand on parle de reproduction sociale, je pense que je suis un bel exemple.
Mais j'ai toujours su que je voulais faire un métier dans le sport parce que c'est ce que j'aime, en fait. Donc c'est vraiment, ça a toujours été une partie, une grande, majorité de ma vie et donc je voulais forcément faire un métier dedans. Je trouve que transmettre, le contact avec les autres, prof de PS, ça me correspondait bien. Donc en fait, quand j'étais petite, voilà, j'ai dit que je voulais faire professeur de PS et puis en fait, en grandissant, ça a toujours été quelque chose que je trouvais, plutôt bien, un beau métier, surtout, de transmettre à travers les valeurs du sport et surtout, c'était aussi quelque chose qui était en plus compatible avec ma carrière de basketteuse professionnelle à côté. Donc tout naturellement, en fait, je me suis dirigée vers ce projet-là. Hem, Ça a été, voilà, plutôt naturel. Alors évidemment, je pense que j'ai eu ma période où je voulais venir, vétérinaire comme toutes les petites filles ou petits garçons, du monde. Mais non, après, c'est vrai que j'ai toujours parlé d'être professeur de PS et de garder ce cap-là et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce sera pas ce sur quoi je vais me tourner après ma carrière. C'est marrant, hein, d'ailleurs. Mais, mais en tout cas, je pense que je me dirigerai plus vers une carrière d'entraîneur. Toujours transmettre par le sport, ça par contre, ça a pas bougé et je pense que, je me re mes valeurs, les valeurs que je partage, c'est la discipline, l'exigence, et je pense que en étant juste professeur de pêche, je suis pas sûre, une fois que ma carrière s'arrête, que je puisse m'épanouir totalement à travers ces valeurs-là. Donc voilà, donc non, ça a été, pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est l'influence de mes parents et puis le fait de vraiment faire un sport, un métier dans le sport, quoi. Ok, je comprends totalement le côté de l'influence des parents en plus, parce que bah, j'ai un papa qui est instituteur en école primaire, donc je vois totalement le côté de vouloir, d'apprendre en fait, de récupérer ce phénomène de reproduction sociale. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir que c'est pas forcément quelque chose qui t'a donné le déclic, mais que c'est vraiment un tout. Et que ton envie de devenir prof de sport à ce moment-là, bah, c'était le fait d'avoir l'influence de tes parents, ce que toi tu voulais faire avec la transmission, le sport. Donc, non, franchement, c'est génial. Voilà. Justement, tu es parti du coup à Pôle Espoir. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe les sélections et surtout comment tu as géré le stress et est-ce que ça a influé du coup sur tes sélections? Alors, les sections départementales, c'est, 6e, 5e, donc Ouais, c'est U13, U13. À ouais, ça les l'époque, 13. Ouais, c'était benjamin à l'époque. Moi, c'était encore ouais, on ouais. appelait les catégories comme ça. Oui, je vois. Donc en fait, moi, je les ai faites avec un an d'avance, heu donc avec la section de Haute-Savoie et après en 5e, c'était mon année du coup et à partir, ils se servent en fait des sélections, départementales, pour constituer donc déjà une sélection régionale derrière, qui va faire le parcours classique, plus tard, du tournoi interzone, du camp national, des tests à l'INSEP pour potentiellement rentrer à l'INSEP. Heu et du coup et aussi ils se servent de ce tournoi-là pour, détecter les futurs potentiels pour rentrer au pôle espoir. Donc moi j'avais fait les tests pour rentrer au pôle espoir donc en 4e, sauf qu'ils m'ont pas prise la première année. Heu, je sais même plus les raisons, mais j'ai pas été prise et je pense que c'est une bonne chose parce que moi-même je pense que si j'avais été prise, j'y serais allée, mais j'étais pas encore prête. C'est-à-dire que j'avais encore du mal à partir de chez moi, j'étais très ancrée et très attachée à chez moi. C'est vrai que je l'aurais pas aussi bien vécu, que en tout cas l'année d'après où pour le coup, pendant toute cette année de quatrième, alors j'étais, en Mini France à Annecy et en fait, cette année-là, donc j'étais aussi avec, les sélections, régionales et en fait, cette année-là, ils m'ont proposé d'intégrer, le pôle espoir, la deuxième année et donc chose que j'ai acceptée et pour le coup, j'étais vachement prête à partir de chez moi. C'était vraiment mon objectif, je m'en rappelle. Je sais pas pourquoi il y a eu un déclic cette année-là. Je pense que mentalement, j'ai passé un cap et en fait, le basket est devenu, encore plus une obsession que d'habitude. C'est-à-dire que je me rappelle, je m'entraînais, 3 ou 4 fois par semaine et le matin où je me levais, que j'avais entraînement le soir ou le matin que je me levais où j'avais pas entraînement le soir, c'était pas pareil, quoi. Quand j'avais entraînement le soir, bah, je passais ma journée tranquille, j'étais contente et quand j'avais pas entraînement le soir, c'était un peu plus dur, quoi. Donc vraiment, il y a eu cette partie prenante de j'ai envie de faire du basket et tout le temps, quoi. C'était vraiment, j'adorais ça et pour répondre à ta question par rapport au stress, je t'avoue que je m'en rappelle plus trop. Je sais juste que, bah, forcément, hein, je devais forcément être stressée, parce que, bah, voilà, ça c'est des échéances, mais je pense que dès que je mettais le pied sur le terrain, que j'étais avec les autres, je pense que ce stress, il devait se transformer et que du coup, la passion pour le basket et surtout, l'envie, voilà, j'avais des objectifs,
ça venait balayer tout ça et c'était plutôt du stress positif qui me galvanisait plutôt qui me réfrénait, quoi. Voilà un petit peu ce que je peux te dire sur ces souvenirs-là. Après c'était il y a longtemps, mais j'ai pas eu la sensation, de toute manière, de manière générale, j'ai pas un trop un stress inhibateur. C'est-à-dire que même quand on faisait des exposés à l'école ou qu'il fallait prendre la parole devant les autres, participer, ça a jamais été trop un problème pour moi. J'arrivais à faire abstraction du regard des autres et j'étais plutôt concentrée sur mon objectif, mon but, qui était d'apprendre, qui était d'aller au basket, qui était de jouer, d'être, au pôle espoir et cetera. Donc ça a plutôt le stress a été toujours plutôt pour moi, galvanisant. Alors quel mécanisme je mettais en place pour le transformer, je peux pas vous dire. Aujourd'hui, j'ai un préparateur mental, je pourrais vous dire ce que je fais, Ok, depuis que oui. j'ai 18 ans, mais avant, je pourrais pas vous répondre, quoi. Je pense que, voilà, le fait d'avoir le soutien de mes copines, de jouer et de penser à autre chose et de me concentrer uniquement sur le moment présent, je pense que c'était des choses qui m'aidaient à gérer tout ça. Ok. Du coup, avec toutes ces expériences et comme tu parles, c'est pas une gestion de stress, mais on va dire, c'est plutôt ton entourage et ton envie de jouer au basket qui t'a un peu fait redescendre la pression. Tu retiens quoi de tout ton passage du Pôle Espoir, si tu devais retenir une chose vitale? Pour moi, ça a été une de mes meilleures années. C'était vraiment, en fait, j'étais reconnaissante d'être dans cette structure-là parce que je pouvais m'entraîner quotidiennement. J'étais, parmi les meilleurs de ma génération. On avait tout autour de nous, en fait, fait pour qu'on puisse, s'entraîner dur et donc et comme moi, je voulais jouer au basket et m'entraîner dur, bah, c'était tout bénef pour moi. Après, j'ai rencontré mes voilà, le fait d'être à l'internat, d'être loin de les parents, c'est là qu'on commence à connaître un peu l'autonomie. J'ai vécu des sacrés moments avec, les garçons ou les filles du pôle et surtout j'ai pu, travailler très dur. Ça a été une année super compliquée dans le sens où on a beaucoup bossé, on courait beaucoup. C'était encore un management un peu à l'époque, un peu directif où c'était un peu l'ancienne école, à marche ou crève, hein. On n'était pas en Russie non plus, mais ce que je veux dire, c'était quand même dur et mentalement mais moi en tout cas, j'ai enfin ce que je retiens, c'est que j'étais là où je voulais être, en fait. Et donc j'étais la plus heureuse, tout simplement. Ok, très bien. Et là, bah, du coup, c'est bien. On a fait un peu tout le retraçage de tes premiers pas. On va parler de ta première grosse victoire, j'ai envie de dire, en tout cas qui pour nous est notable. C'est en 2014. Tu as joué le championnat du monde universitaire de 3-3 et vous avez remporté le titre, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, bah, moi, j'avais envie de te poser une question sur comment tu as vécu ce championnat du monde universitaire, en quoi ça peut consister, parce que c'est une compétition de 3-3 classique, mais comment on arrive au championnat du monde, justement, à représenter son pays d'un point de vue universitaire et comment toi, tu l'as vécu personnellement? Oh bah, c'était une aventure, géniale parce que déjà on avait, 4 filles et 4 garçons, on s'entendait super bien et c'est vrai que c'était un peu nouveau parce que dans les championnats, 5-5, on n'a pas cette proximité avec, nos homologues masculins et là, on avait l'occasion d'être une équipe de France, mais pas que des filles, d'être une équipe de France et ça représentait les garçons et nous, donc on était autant investis dans notre compétition que la leur. Donc ça, c'est un trait, que j'adore au 3-3 parce qu'on peut partager, pas mal de choses et heu et en fait, ben, j'avais, début de l'été, donc fin juin, donc moi avec la fac de Nice, j'avais participé au championnat, de France, 5-5 universitaire et en fait, il y avait le coach, universitaire, de 3-3 qui était là et qui, à la fin du tournoi, m'a repéré avec 3 autres joueuses et nous a proposé de participer à ce championnat, du monde universitaire 3-3. Donc évidemment, moi, j'avais déjà eu l'occasion de faire un peu de 3-3 et j'aimais déjà beaucoup ça et puis, bah, représenter la France, voilà, c'était une opportunité juste de dingue et le fait que ce soit que ce soit universitaire, je trouvais qu'on avait un petit peu moins de pression que ce qu'on pouvait, connaître, dans le milieu fédéral et du coup, en fait, on y est vraiment allé pas sans pression parce qu'on était vraiment là pour gagner et on a réussi à remporter ce tournoi-là. Mais, voilà, on était surtout là pour l'aventure humaine et puis, voilà, on était au Brésil, au bord de la mer, enfin c'était un spot incroyable et du coup, ouais, ça a été une super compétition. Puis en plus, ça se termine bien, en tout cas pour nous les filles, parce qu'on remporte le titre, on est championne du monde. Les garçons, malheureusement, échouent en finale, mais ça reste quand même 2 belles médailles pour la France et le fait de pouvoir faire briller son pays, c'est toujours un honneur. Donc non, c'était génial. Ok, super.
Bah, ça fait plaisir parce que justement, moi, je savais qu'il pouvait de temps en temps y avoir de grosses compétitions universitaires. Je savais pas dans quel sport il y avait des championnats du monde et donc là, c'est hyper intéressant d'avoir toi ton expérience de comment t'as pu le vivre justement. Et forcément, bah, quand il y a une victoire au bout en plus, l'aventure elle est forcément plus belle dans un sens. Donc ça a forcément fait plaisir. Et du coup, ça m'amène à la suite puisque on a dit forcément, j'ai appelé la deuxième partie des premiers pas au sommet. La première partie qui t'emmène au sommet, c'est ta fin de parcours à Nice, où sur ta dernière année, vous finissez championne de France de Ligue 2 et tu obtiens même le titre de MVP du Final Four. Moi, je veux juste te poser la question, qu'est-ce que ça t'a fait justement, puisque tu venais de remporter avant un championnat du monde en 3-3 en universitaire, qu'est-ce que ça t'a fait là de remporter ce titre de championne de France de Ligue 2 avec Nice, et même le fait d'être récompensé d'un MVP lors du Final Four? Euh, c'est une fierté. Je pense que l'objectif du club, c'était de remonter et de remporter ce titre qui nous avait échappé 2 ans auparavant à la maison. Cette année-là, elle a été géniale parce qu'en fait, on avait un groupe de filles, on s'entendait toutes super bien. On était un groupe de copines. On faisait beaucoup de choses en dehors du terrain. On sortait beaucoup. Donc, bon, quand on est jeune, c'est toujours top de pouvoir voilà, vivre sa vie d'adolescent, de jeune adulte. Et le fait de pouvoir faire ça et en même temps être dans un groupe sain où on performe et on arrive voilà, à remporter un titre qui vient clôturer en fait une magnifique saison, c'était juste la cerise sur le gâteau et puis l'objectif qu'on était venu, voilà, qu'on s'était fixé en début de saison. Moi, en plus, à ce moment-là, je savais que je serais plus niçoise l'année d'après parce que je m'étais engagée avec Angers. Parce qu'en fait, c'était un peu mal fait, c'est-à-dire que le championnat de Ligue 2, il se termine beaucoup plus tard que celui de Ligue. Donc en fait, on n'est pas assuré d'être en Ligue et je pouvais pas prendre le risque de passer à côté d'une opportunité puisque moi, mon objectif personnel, c'était de jouer en Ligue féminine. Donc je m'étais engagée avec Angers et le fait de voilà d'avoir pu participer à ce titre-là, d'avoir en plus fini MVP des finales prouve que j'avais été performante et que même si j'étais plus niçoise l'année d'après, moi, mon engagement était total au club jusqu'à la fin de saison. Et donc, j'étais contente d'avoir pu remporter voilà, ce titre-là. Et après, oui, effectivement, la distinction individuelle, elle est toujours gratifiante, mais c'est pas pour ça que je joue. Moi, je joue pour que l'équipe gagne. Et, c'était ce qui m'importait. Et on va dire que être MVP des finales, c'était un bonus. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'importait, c'est qu'on remporte le titre, tout simplement. Ok, donc oui, comme tu dis, Et en du coup, plus, si on... tu pars ouais. sur une belle note avec justement ce titre. Et donc là, je vais juste faire un peu rapidement. Après, Zou, tu pourras poser justement ta question. C'est à ce moment-là, donc tu pars à Angers. Et ensuite, après, tu partiras plus tard, du coup, du côté de Charleville au Flamme Carolo. Puis ensuite, tu feras donc 4 saisons à Basketland avant de faire une année, comme tu l'as dit, avec le groupe France. Et ensuite, du coup, Mhm. la dernière saison qui s'est déroulée à Villeneuve d'Ascq, qui est encore ton club actuel. Donc ça, c'était pour faire justement le récap dont tu avais parlé au début de toute la suite de ta carrière. Et c'est vrai que partir de Nice avec ce titre, et toi en plus d'avoir ce petit bonus qui est un peu gratifiant quand même de cette récompense individuelle, bah, on peut dire que tu as clôturé ce chapitre en beauté. Exactement. Exactement. Parce qu'en plus, c'était. Je venais de passer 3 ans à Nice, auparavant 3 ans au centre de formation de Chalaiso où en fait, j'ai eu le même entraîneur, Rachid Méziane, que j'ai retrouvé l'année dernière, pour quelques mois, à Villeneuve. Mais du coup, je venais clôturer aussi un épisode, voilà, avec Rachid de 6 ans et j'étais très contente d'aller voir ce qui pouvait potentiellement se passer ailleurs. Mais c'est toujours aussi, voilà, c'est toujours un moment un peu poignant quand tu arrêtes une collaboration, parce que voilà, avec Rachid, on a vécu beaucoup de choses, des hauts, des bas et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu, voilà, commencer, mes premiers pas, en tant que professionnelle et si je suis aujourd'hui la joueuse, que je suis, c'est aussi, bah, grâce à toutes ces années qu'on a vécues ensemble donc c'est vrai qu'au-delà du fait que j'avais passé 3 super saisons à Nice, je quittais Rachid, je quittais un environnement que je connaissais bien sur une belle note. On ne sait jamais trop, sur quoi on va tomber, mais je savais que c'était la bonne chose à faire parce qu'il était aussi temps pour moi de, entre guillemets, «prendre mon envol» et d'aller faire mes armes ailleurs et de côtoyer une autre vision, du basket donc non, ça s'est bien fini, exactement, ça s'est bien fini. C'était l'important. Ezou, du coup, je sais que tu voulais poser une question. J'ai l'impression qu'on l'a peut-être perdu.
à moins que ce soit moi, mais je ne l'entends plus, Moi, je je ne le vois t'entends plus. tout à fait. Donc, Moi non plus. bah, écoute, il va être un peu dégoûté parce que je vais lui voler sa question, hein. Forcément, on a préparé nos questions ensemble et on s'est répartis. Bah, du coup, en fait, la question qu'il souhaitait te poser, c'est pourquoi à ce moment-là, tu as commencé à en parler et pourquoi partir de Nice et le choix d'Angers. Donc, tu l'as dit, c'est parce que tu sais, t'étais pas sûr d'être assuré du coup de passer dans la ligue, en Ligue 1, entre guillemets, en première division. Euh, Moi, du coup, ça va me soulever une autre question, puisqu'au final, tu as déjà répondu à cette question avec le fait de vouloir prendre ton envol. C'est plus une autre question, c'est comment ça fonctionne, du coup, le passage de Ligue 2 à Première Division. Comment ça se déroule, du coup? Euh, c'est un temps d'adaptation. Évidemment, là, on monte encore de niveau. Je reste quand même une jeune joueuse, hein, parce que quand j'arrive à Angers, j'ai 20 ans. Donc forcément, en plus, je suis arrivée aux côtés de Romane Berniès qui a 21 ans. Et en fait, on compose un duo de meneuses qui reste quand même jeune parce qu'aujourd'hui, le poste de meneuse de jeu, c'est un poste voilà, qui demande quand même une certaine expérience et Oui, un certain temps pour pouvoir voilà, retrouver enfin, pour être performante à ce poste-là. Mais voilà, moi, j'avais toujours cette soif d'apprendre, cette soif de m'adapter et donc en fait, je l'ai vraiment pris comme un challenge, en sachant que ça allait être dur, que ça allait être compliqué. Alors j'avais déjà vécu une année en LFB avec Nice, donc je «redécouvrais» entre guillemets la division et voilà, c'était plus, comme un challenge, mais forcément oui, il y a un c'est plus physique, ça va plus vite, ça te corrige plus, quand tu fais une erreur. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on devient meilleur. Donc c'était un peu, voilà un challenge pour moi et j'avais hâte d'ailleurs de côtoyer, l'élite pour pouvoir devenir encore une meilleure joueuse. oui, ok, je vois totalement. Du coup, bah moi j'ai une question qui me vient ensuite en tête, puisque à ce moment-là, après, donc comme on l'a dit, tu as eu tes années à Angers, ensuite tu es parti du côté de Charleville, et à peu près dans les mêmes eaux, du coup, tu as commencé à être appelé en 3-3, si je me trompe pas. Comment tu as géré les ajustements? Parce que tu as parlé, est-ce qu'il y a des ajustements que tu avais à faire entre passer du 3-3 au 5-5? Comment ça s'est passé dans tes premières années justement où le 3-3 est arrivé en parallèle, même si tu avais déjà eu ta compétition en universitaire? Comment à ce moment-là, avec vraiment le groupe France, ça s'est passé? Comment toi tu t'ajustais entre le passage de la compétition à 5-5 avec ton club et le passage avec l'équipe de France en 3-3? Bah, alors déjà maintenant, avec l'expérience, la transition, elle se fait beaucoup plus vite, je trouve et en fait, ouais, bah, les premières années, c'est apprendre à connaître cette transition-là. Donc évidemment, quand tu passes du 5-5 au 3-3, bah, tu comprends en fait que c'est qu'en jouant au 3-3 que tu vas pouvoir choper le rythme du 3-3 Ok, parce que c'est ultra spécifique et c'est pas les mêmes efforts. Donc tu auras beau faire une préparation avant, tu vas forcément cracher tes poumons à un moment donné sur les premiers entraînements, parce qu'il faut s'adapter, c'est pas les mêmes, c'est des efforts à haute intensité, beaucoup plus répétés, qu'au 5-5. Donc à ce moment-là, il faut se réhabituer au ballon qui est un peu plus lourd, donc il faut arriver à lever un peu plus ta balle et quand tu es fatigué, il faut quand même arriver à toujours lever plus ta balle. Enfin voilà, c'est ce genre d'ajustement-là et à l'inverse, quand on fait une saison full 3-3 et qu'on doit revenir au 5-5, bah, il faut faire attention aux fautes parce que forcément, il y a beaucoup plus d'engagement, il y a un peu plus de tolérance au niveau du contact et forcément, quand on revient, on a tendance à être exposé un peu plus aux fautes et j'en ai fait les frais, notamment à Basketland où, j'ai été fautée et quand tu commences mal la saison, après tu es catalogué et du coup les arbitres ils te laissent aucune chance. Donc te défaire de cette image-là, c'est compliqué. En plus, je suis toujours border quoi, je suis plutôt un profil, très puissance et heu et dur et donc forcément, je suis toujours un peu à la limite, de ce qui est tolérable en fonction de l'adversaire qui est en face de moi donc je pense que je suis pas quelqu'un qui est facile à arbitrer. Mais du coup, avec cette arrivée du 3-3, c'est des choses où voilà, concrètement, j'ai dû mettre les aérofreins. Quand je reviens au 5-5, j'ai l'impression que je défends pas parce que, parce qu'il faut que je m'adapte. Donc en fait, c'est un curseur à chaque fois à rééquilibrer. Après, c'est aussi des automatismes. Voilà, en 3-3, on est plus, par exemple, en défense, livré un peu à nous-mêmes, alors qu'en 5-5, voilà, on est beaucoup dans les aides, on est là dans les aides de l'aide et c'est vrai que la passation, de l'un ou l'autre, eh beh, il faut soit, voilà,
Au 3-3, quand on arrive, on a souvent tendance à reculer, alors qu'il faut justement faire 20 centimètres de plus vers l'adversaire pour le presser. Alors qu'au 5-5, bah, justement, il faut quand même être un peu moins auto-centré sur sa joueuse et être un peu plus voilà, dans les espaces pour protéger ensemble en équipe. Donc voilà, c'est des petites spécificités de chaque discipline et en fait, voilà, qui au début, en fait, tu apprends et tu dis: «Ah oui, c'est vrai que là, il faut que je me refasse ça» et tu te rends compte, en fait, au fur et à mesure du temps que tu as l'habitude et que tu as des habitudes en 5-5, des habitudes en 3-3 et que du coup, il y a quand même un temps de transition et qui est avec l'expérience et le temps un peu moins long, quoi et voilà. Ok, ok, bah, super, super intéressant. Et du coup, bah forcément, là, on a commencé à parler de ta carrière en 3-3. Ça va être un peu aussi le moment où on va pouvoir parler un petit peu plus du moment où tu as commencé à être beaucoup plus médiatisé, j'ai envie de dire, avec notamment ses premiers titres, le premier titre de championne d'Europe que tu connais en 3-3 en 2018, si je me trompe pas. Tu es avec donc là malheureusement moi sur mon image Mamie Touré sera cachée. Tu es avec Mamie Touré si je me trompe pas, Jenny Foisseau et Anna Maria Philippe. Ouais, Vous remportez le titre de championne d'Europe. Vous faites alors je me rappelle plus, je crois que c'est le même effectif. Vous faites médaille de bronze au championnat du monde aussi si je me trompe pas en non, c'était 2018. un effectif totalement différent. J'étais avec, Christelle Diallo, Ah non Alice oui, Nayo ok, et Johanna Taillot. J'étais la ok, seule, entre guillemets bah, en fait, à la base des bases, il avait construit, 2 effectifs différents. Un roster d'accord, pour l'équipe, pour le championnat du monde, un roster pour la Coupe d'Europe. Je devais être sur la Coupe d'Europe et en fait, Lydia Turcinovic qui devait être sur la Coupe du monde s'est malheureusement blessée et d'accord, du coup, c'est moi qui l'ai remplacée et j'ai pu faire les 2 compétitions. ok. On a fait médaille de bronze effectivement. C'est ça. Et puis l'année d'après, alors du coup c'est Jenny Foisseau qui n'est plus dans le Ouais, groupe, mais c'est cette elle a eu fois-ci, des problèmes de genoux et c'est Laetitia Guapo qui a rejoint c'est le groupe à ça, sa place. exactement. Par contre, du coup, on a resté les 2 c'était les 2 Oui, rosters les mêmes pour le championnat du monde et là la Coupe c'est d'Europe. donc c'était sur cette année-là. Alors donc ouais, j'ai mélangé avec 2018, mais donc c'est sur l'année 2019 où vous faites médaille de bronze au championnat du monde et championne d'Europe, mais avec le même effectif cette fois-ci. Donc toujours avec Mamie Entourée qui est toujours cachée sur ma photo malheureusement, et du coup Anna Maria Philippe et Laetitia Guapo qui t'accompagnent. Avec tout ça, moi j'ai une question qui vient plus sur bah, la médiatisation et comment t'as géré ça toi dans ta vie, puisque c'était le moment où tu commençais à être beaucoup plus médiatisé. Comment tu as réussi à gérer ce passage, à, entre guillemets, être beaucoup plus présente en termes de visibilité? Bah, je l'ai naturellement géré dans le sens où, j'ai pas senti ça a pas été un changement du tout au tout non plus, hein. Je suis pas devenue une rockstar avec des millions de personnes qui m'ont suivie, donc c'est quelque chose qu'on peut quand même, gérer. Heu et heu et encore une fois, voilà, je suis plutôt à l'aise avec les médias. Je suis plutôt à l'aise, à prendre la parole et à répondre aux questions des journalistes. Enfin, c'est pas quelque chose qui me met en difficulté, donc j'ai pas trouvé, cet exercice-là, compliqué et encore une fois, j'ai pas été, ultra sollicitée, comme, certains sportifs peuvent connaître une notoriété, un avant-après, par exemple, des jeux olympiques. Donc non, non, ça a été une transition un peu plus douce. Évidemment, il y a eu un accélérateur avec, les Jeux de Tokyo, mais voilà, depuis, 1 an avant les Jeux d'ailleurs, donc je sais pas, depuis 2020, je travaille avec un agent d'image, on peut appeler ça comme ça, qui m'aide sur toute la partie communication et sponsoring, qui s'appelle Lucas Olivier, qui a sa propre boîte, entre guillemets, d'agence de com et donc c'est avec, Lucas que je suis a épaulée, en fait, sur, la communication Ok, que je veux mettre en place sur les réseaux sociaux. Donc je suis accompagnée au niveau, là-dessus, mais n'empêche que c'est un accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas lui, je délègue pas à 100. C'est-à-dire que c'est moi qui réponds sur les ok, réseaux. d'accord. J'ai toujours la validation finale, mais voilà, Lucas, il est force de proposition. Il me fait gagner du temps, clairement, en fait et puis c'est un métier, hein, clairement, et c'est pas quelque chose que C'est clair. j'apprécie faire, par contre. Les réseaux, c'est ça je suis pas quelqu'un qui va naturellement, moi, quand je vis un truc, je sors pas mon téléphone. Je suis encore de cette, ancienne école où J'aime je bien, vis le j'aime moment bien. présent et je suis Ah, bien contente c'est d'ailleurs qu'il y cool. ait plein de copines qui, elles, font, parce que comme ça, je peux récupérer les vidéos parce que sinon moi, faut pas compter sur moi pour avoir des souvenirs parce que j'ai zéro photo, zéro Je te vidéo. comprends totalement là-dessus. J'essaie de me soigner parce que je pense que c'est important d'avoir quelques souvenirs et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de vivre l'instant présent et c'est vrai que les réseaux, je trouve ça un formidable outil. Il y a aussi beaucoup de choses négatives, dues à ça et voilà, je trouve que c'est quand même énergivore et par exemple, c'est la chose que je coupe un peu quand je sens que j'ai une charge mentale qui est un peu trop grosse, mais
Mais pour autant, c'est super important parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, ça permet d'avoir des partenaires. C'est aussi une manière de communiquer avec les gens qui te soutiennent. Moi, je trouve ça super important d'avoir une proximité avec, les personnes qui t'apportent, voilà, de l'amour, du soutien et mais voilà, c'est un métier et donc du coup, je suis accompagnée là-dessus. Ok, super. Marie, tu nous avais parlé des Jeux Olympiques. Bon, selon tes certaines déclarations interviews, tu les attendais avec pertinence. À quel point tu les as attendus et à quel point les Jeux Olympiques te font rêver dans la vie de tous les jours? Hem, c'est vrai que depuis quelques années, je me fixe, les jeux olympiques en ligne de mire sur, des objectifs et donc forcément, en fait, ça m'anime au quotidien et tout ce que je fais, je le mets en place pour cet objectif-là. C'est quelque chose qui me permet d'avancer, qui me permet de voilà, de me challenger, en fait, au quotidien, qui me permet aussi de me relever quand c'est compliqué, de savoir aussi de me rappeler pourquoi je fais les choses et vraiment les jeux olympiques, ça représente la consécration pour moi. C'est vraiment la compétition la plus dure et aujourd'hui, il y a peu d'élus, qui peuvent y participer et il y a encore moins de personnes, qui peuvent, les gagner et donc forcément, c'est un objectif, qui pour moi est challengeant. Après j'essaie de aussi de comment dire? Les jeux olympiques, ce ne sont pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'y participer 2 fois. Malheureusement, j'ai pas eu de médaille, donc je cours toujours après, ce que je n'ai pas. Et mais on va dire que voilà, par exemple, la déception de Paris a été immense. Il a fallu quelques mois pour, m'en remettre. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir aussi vécu ça parce que ce deuil que j'ai dû vivre, les épreuves que j'ai dû, affronter, elles m'ont permis de mieux me connaître moi et surtout de grandir en tant que femme. Et donc voilà, c'est aussi, il y a l'aventure sportive, mais il y a aussi surtout l'aventure humaine et je pense que dans quelques années, c'est ça que je me souviendrai surtout. Donc forcément, les jeux olympiques, ça représente pas que, c'est pas que le simple exploit sportif, c'est aussi, tout ce qu'il y a autour et tout ce que tu vis comme émotions, qui sont inégalables ailleurs, en fait. J'ai jamais connu de telles émotions, que quand j'ai fait les jeux olympiques, quoi. Ok. Et du coup, tes premiers JO, c'était, du coup, en 2021. Bon, on sait ce qui s'est passé, par rapport au Covid-19. C'était tes premiers JO, tu attendais ça avec impatience. Est-ce que ça t'a un peu refroidi du sens où tu n'as pas vécu, les Jeux olympiques de façon à 100 ou bien au contraire, tu t'en fous, voilà, c'est les Jeux olympiques, c'est quelque chose de spécial? Est-ce que le Covid-19, a vraiment, baissé tes attentes par rapport aux Jeux olympiques et est-ce que ça a eu un réel impact sur ça? Pas du tout. Moi, je m'en foutais un peu du covid, hein, moi, je voulais juste faire les jeux. Alors oui, certains diront que c'était pas forcément des vrais jeux, mais en tout cas, c'est des jeux, ça reste des jeux olympiques. C'est des jeux aussi qui marqueront l'histoire. Je pense qu'on s'en souviendra peut-être plus que certains autres jeux olympiques et surtout, c'était aussi la première de la discipline. Donc c'était avec beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur que j'ai pu, participer à ces jeux-là. Donc non, non, c'était sans regret. Pour moi, c'était vraiment, je me suis pas dit que c'était des faux jeux olympiques ou des jeux olympiques, je me suis juste dit que c'était des jeux Oui, ok. olympiques différents, mais que ça restait, bah, voilà, des athlètes qui étaient là pour la même chose et ça restait, voilà le moment, le plus attendu, de ces, 3 derni enfin 5 dernières années du coup, vu que ça a été décalé. Oui, forcément. Ok. Du coup, ouais, après, je te laisserai continuer, Mathias. Mais du coup, bon, on connaît du coup la quatrième place que tu as eue aux Jeux 2021. Qu'est-ce que tu retiens de ces Jeux et est-ce que tu as encore cette déception et cette amertume de ne pas avoir eu cette médaille? Non, aujourd'hui, j'ai fait le deuil de tout ça. Bien sûr, c'est, une cicatrice qui restera, toujours, qui restera toujours parce que, je sais à quel point c'est dur d'avoir une médaille olympique et d'être, aussi près. Avec tout ce qui s'est passé aussi, l'erreur d'arbitrage en demi-finale, enfin voilà le contexte, le covid, on est arrivé en ret enfin, on était obligé de voyager avec, le 5-5, mais comme ils commençaient leur compétition plus tard, nous on s'est adapté à eux, mais on était pas on commençait la compétition, on était à peine remis du jet lag, on n'a pas eu les conditions pour moi optimales, pas la faute de la fédération, attention, c'est parce que le contexte covid, le permettait pas de faire autrement. Mais en fait, c'est un peu frustrant parce que je pense vraiment qu'on avait beaucoup de choses pour pouvoir performer et que malheureusement, il nous manquait quelques détails et c'est surtout des détails logistiques, pas forcément baskettement parlant ou autre chose. Donc c'est toujours un peu frustrant, mais en fait,
si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc ça sert à rien d'avoir des regrets. Par contre, j'ai beaucoup appris et encore une fois, je suis super reconnaissante d'avoir eu la chance de faire ces jeux-là. Donc non, non, pas d'amertume, heu, toujours une petite pointe, voilà, quand on y repense, un peu de nostalgie de se dire qu'on était, pas très loin d'une médaille mais n'empêche que voilà, c'est notre histoire et c'est comme ça que ça devait se passer. Ok, très bien. Après ça, on sait que bon, il y a eu cette déception, mais derrière, vous enchaînez avec le premier titre de championne du monde en 2022, avec un effectif qui est resté, moi, dans ma mémoire forcément, avec celui de 2019 et 2018. Cette fois-ci, tu es aux côtés, donc toujours de Leticia Guapo, mais avec Myriam Djekundade et Hortense Limousin. Vous remportez ce titre. Et tu as aussi déclaré je sais que tu as aussi déclaré que pour toi, le 3-3 et le 5-5, c'était indissociable. Sachant que l'année d'après, en plus, avec cet effectif, je crois que vous faites médaille d'argent au championnat du monde. Vous perdez contre les États-Unis. Et du coup, autour de ça, tu as déclaré que le 3-3 et le 5-5, c'était indissociable pour toi. À quel point tu le penses encore aujourd'hui? Pourquoi tu le penses de cette manière-là? Je le pense parce qu'en fait, la joueuse que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux 2 disciplines. Aujourd'hui, le 5-5 m'a permis d'être éligible en 3-3 et le 3-3 m'a rendu meilleure en 5-5. Donc en fait, moi, le fait de faire les 2 m'a permis de développer des différentes qualités et qui m'ont permis de rendre la basketteuse que je suis encore meilleure et aussi la personne parce que forcément toutes les émotions que je vis et tout ce que je vis, me font grandir. Donc pour moi, vraiment les 2 disciplines, elles m'apportent autant l'une que l'autre et vraiment, bah, je m'épanouis et je m'éclate autant l'une dans l'autre. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, enfin j'avais dit que pour moi, c'était impossible de choisir entre les 2 et que j'étais contente de pouvoir faire les 2 et ça a pas changé aujourd'hui. Ok, super. Et du coup, moi, j'ai envie de revenir un peu avec tout ça. Moi, j'ai une petite question comme ça, un petit peu plus, un petit peu moins classique dans un sens, mais classique d'une autre manière. C'est quoi, durant ces périodes-là où tu enchaînes avec le 3-3 et le 5-5, une journée type de Marie-Ève Paget? Mmh. Bah, une journée type, bah, de toute façon, quand on est en stage équipe de France 3-3 ou quand on est en club, les journées types, elles se ressemblent quand même, hein. Généralement, on s'entraîne, 1 à 2 fois par jour et voilà quoi. Donc en fait, le matin, c'est petit déjeuner, on va à l'entraînement, on a tout ce qui est, protocole, pour s'échauffer, pour prévenir de toute blessure. On a l'entraînement collectif. À ça, on peut rajouter, une musculation ou un entraînement individuel. Heu, ensuite on mange, on se repose et puis on retourne à l'entraînement et le soir, c'est plus passé, sous le on peut avoir des soins, on peut avoir de la vidéo sur un retour d'entraînement ou de match d'avant, et puis après c'est des moments un peu plus convivial, alors en 3-3 on est, sur place, donc on peut faire, voilà, des jeux avec les coéquipières et cetera. Quand on est en 5-5, on a notre vie à nous, donc on rentre chez nous et ça devient une journée un peu plus, classique et après, bah, voilà, hein, on est comme tout le monde, hein, il faut faire le ménage, il faut faire à manger, et cetera, ce qui change un peu quand on est en stage. Pour le coup, ça, on n'a pas à s'en occuper, c'est vrai que ça peut être un gain de temps et voilà, c'est assez classique et similaire, quoi. C'est basé sous les mêmes choses, quoi. Le travail, la récupération et les moments pour se ressourcer. Ok, ok, très bien. Et du coup, pour continuer un peu sur cet aspect chronologique, après ça, moi, je vais te poser une dernière question sur les JO de Paris, parce que les JO étaient quand même à la maison. On sait qu'il y a eu la grande déception, mais j'aimerais savoir comment toi, tu as vécu ces Jeux, que ce soit déjà directement en tant que sportive, puisque tu y as participé, et après, comment, malgré la déception, tu as continué de vivre les Jeux de Paris. Hem, alors d'un point de vue sportif et athlète, j'ai vécu toutes les émotions pendant ces jeux. C'est-à-dire que, il y a eu des pics d'adrénaline, qui ont été énormes, c'est-à-dire, l'arrivée au village, quand on découvre le village, découvre les Hmm. appartements, qu'on découvre, voilà, les choses qu'il y a à faire là-bas. Cérémonie d'ouverture qui est, vraiment, pour moi, c'est une soirée qui restera, gravée dans ma tête parce qu'elle était, c'était génial d'être sur ce bateau avec, toute cette équipe de France, de voir, en fait, la ferveur des Français, autour de ça, avoir des échos de la cérémonie parce que forcément, moi, je l'ai pas vu, je l'ai toujours pas revu depuis, Oui, j'aimerais vraiment le faire d'ailleurs et prendre le temps de le faire parce que c'est tout le monde m'en a dit que du bien et de voir que enfin, il pleuvait, mais moi, j'en avais rien à foutre, quoi, tu vois? On était vraiment sur le bateau et on partageait ça,
avec tout le monde et c'était juste incroyable. Puis après, bah, effectivement, il y a le début de la compétition. Enfin même la veille, on a eu, le home advantage, on est pu aller voir les structures, avant tout le monde. Ce qu'on n'a OK. pas le droit de faire normalement, mais c'est le home advantage, hein, ça se passe toujours comme ça. Oui. Mais, et puis après voilà, il y a eu la compétition, il y a eu ce qui s'est passé dans cette compétition, donc tu vois, c'est des émotions très basses. Le fait que, voilà, tu performes pas comme tu devrais le faire, tu vois que tu es au bord du gouffre et que quand tu vois que tu réussiras pas à sortir des poules, bah, c'est hyper douloureux. Tu profites jusqu'au bout, puis après, c'est un autre moment qui commence. C'est-à-dire que, hem, la fin de mon aventure en tant qu'athlète, moi, j'avais besoin de me reconnecter et en fait, je voulais pas passer à côté de ma compétition en tant qu'athlète et je voulais pas passer à côté de ces jeux. Donc, j'ai décidé de rester. Donc déjà d'être la première supportrice des garçons et de finir notre tournoi et ensuite de profiter de la deuxième semaine, ben, comme si j'étais, spectatrice quoi. Donc je suis allée, soutenir le 5-5, je suis allée voir une épreuve de taekwondo, je me suis imprégnée de l'atmosphère qui pouvait se dégager sur Paris et c'était une manière à moi de profiter de mes jeux et de me dire que voilà, que dans quelques années, OK, il y aura toujours le regret d'être passé à côté de notre compétition collectivement, à Paris, mais en tout cas, j'aurais pas le regret de me dire, «Je les ai pas vécus». Parce que ces jeux-là, je m'en Oui. suis imprégnée, je les ai vécus en tant qu'athlète, en tant que spectatrice et ça, j'ai aucun regret par rapport à ça. Donc ça a été vraiment, j'ai eu, 2 moments quoi, l'athlète et la spectatrice quoi. Donc en tant qu'athlète, par contre, j'ai vécu des émotions très, très hautes et très, très basses et le post-jeu a été ultra compliqué comme je vous l'ai déjà dit, donc ça m'a mis quelques mois avant de m'en remettre. Mais aujourd'hui, je pense que ça y est, j'ai tourné la page, de ce qu'il fallait tourner et ça a été, de beaux apprentissages et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était un de mes objectifs. Malheureusement, il s'est pas concrétisé, mais par contre, je reste persuadée que j'étais là où je devais être et ça, personne ne me l'enlèvera, quoi. OK. Très Et bien. ça, Petite coupure technique. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous rappeler de vous abonner, de liker l'interview, de la partager aussi. Parce que pour nous, bah, ça nous fera extrêmement plaisir. C'est ce qui va nous soutenir. Et puis j'en profite pour passer un gros big up à mon hôte quand j'étais en Italie au moment où j'ai tourné cette interview. Parce que sans lui, si à la dernière minute il avait pas pu me laisser sa maison pour tourner, j'aurais tourné cette interview dans un parc avec du vent et des pigeons. Donc voilà. Allez, on y retourne. du coup, Marie, on n'a pas besoin de tout refaire, mais moi, j'avais une question. On sait maintenant l'expérience que tu as eue et toutes les compétences que tu as données. Quel aspect t'améliorerais sur le 3-3? Enfin, quand tu regardes un aspect, tu dis, si on améliore ça, eh ben, ça améliorerait le 3-3 et la popularité du 3-3 pour toi. Hem, c'est bon, ça enregistre? Oui, oui, c'est bon, C'est c'est bon, bon. OK. Ben, je pense que en fait, depuis le début, le 3-3, ils ont quand même fait un effort, parce qu'en fait, le 3-3 est devenu olympique en 2017. Il y a les compétitions internationales depuis 2012 et puis il existe depuis toujours, quoi, parce que c'est la street, c'est ce qu'on trouve, sur les playgrounds. Donc en fait, je pense que l'enjeu pour la FIBA et donc pour, les joueurs aussi, ils ont essayé vraiment de cleaner. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de rendre en fait le jeu, heu, la l'importance de la FIBA dans le jeu du 3-3, c'est que ce soit dynamique, que ça s'arrête le moins possible, que ce soit spectaculaire et du coup, en fait, tout est fait en ce sens pour privilégier un peu l'attaque et que ça s'arrête pas. Donc c'est pour ça que la défense, elle est un peu plus permissif et quand des fois c'était un peu plus permissif, c'était du catch, quoi. Enfin, des fois, on voyait des trucs, c'était pas OK, possible, oui. quoi Oui, oui, oui. et donc je pense qu'ils ont aussi voulu cleaner ça pour que ça devienne, voilà, qu'il y ait un entre 2 et que les gens se disent pas: «Ouais, c'est pas du basket, c'est du catch» OK. et donc ils ont tout en préservant le côté de pas arrêter pour n'importe quoi, mais aussi pour préserver l'intégrité physique des joueurs et aussi pour que les gens et le public qui connaissent pas le basket puissent comprendre que, bah, c'est un peu plus rude, mais c'est pas non plus, c'est pas un sport de combat non plus. Oui. Donc ils ont voulu un peu l'assainir et le cleaner pour que ça devienne un sport olympique et que ça puisse être quelque chose d'agréable à regarder et très télégénique. Forcément, le jeu, il a un peu évolué dans ce sens, où on a vu peut-être, voilà des profils de joueurs où on n'a pas forcément, il y a beaucoup de mouvements. Ça s'arrête jamais, c'est physique. Parce que le 3-3, il faut être dur, parce que si tu es pas dur, tu te fais manger. Mais il faut quand même, être, dans la mouvance, c'est un jeu dynamique qui s'arrête pas, on voit pas, par exemple, quelqu'un qui va planter, sa tente dans la raquette et qui va rester 8 secondes, comme on peut voir des fois au 5-5. Ça existe pas. C'est vraiment,
la raquette, c'est un temps de passage et c'est ce qui rend le tout dynamique et je pense que un bon joueur de 3-3, c'est quelqu'un qui est polyvalent, c'est-à-dire qui est capable de shooter, qui est capable de driver, qui est capable de bien défendre, qui est capable de faire des post-ups. Enfin, c'est quelqu'un qui voilà, plus on est capable de faire beaucoup de choses et plus on sera un bon joueur de 3-3 et forcément plus exploité parce que, ce qui est à l'inverse en 5-5, aujourd'hui quand tu arrives dans une équipe, professionnelle, ce qui va te faire la différence entre toi et une autre joueuse, c'est peut-être, une qualité qui sera meilleure que l'autre. Tout le monde sait tout faire, mais par Ok, exemple, un super shooter qui sera au-dessus de quelqu'un d'autre, bah, il va être pris pour cette, et il va être mis dans cette «case-là» entre guillemets et ok, on va l'attendre sur ça surtout. Parce que, la qualité par exemple qui peut être, un bon slasher pour lui, mais que ça le mec d'à côté, il est encore meilleur slasher, bah, on va attendre de l'autre qu'il soit slasher et toi shooter, tu vois? Alors qu'au ok, 3-3, oui. plus tu es polyvalent et plus tu vas impacter et être dangereux dans l'équipe. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, c'est ça qu'on attend d'un joueur de 3-3, je pense. Bon, deuxième coupure technique. Normalement, à ce moment-là, c'est là où les grosses émissions, les grosses chaînes télé, bah, ils en profitent, ils mettent des pubs pour les matelas, pour du café, pour du sirop ou autre. Bah, pour vous, ce sera juste moi qui meuble ces petites secondes. En tous les cas, les marques, si vous passez par là, bah, on attend vos propositions, hein. Bon, allez, fini de rigoler. Je pense qu'on peut y retourner. Marie, elle nous attend. Donc là, du coup, Marie, on vient de finir de faire toute ta partie un peu chronologique de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. On va juste te poser, avant de passer à la partie suivante, une petite question un peu plus technique sur un aspect du jeu qui te concerne. Et donc là, je vais laisser la main à Ezou pour te la poser. Ben, on sait, si vous connaissez pas Marie-Ève Pagé, c'est une joueuse qui est très habile par rapport à son tir, qui est capable de mettre des tirs très compliqués sur un step back, même finition au cercle, en catch and shoot. Ce serait quoi pour toi le conseil à donner pour tout basketteur pour shooter? Comment mieux shooter selon toi? Hem, alors moi, je pense que le tir, c'est une question d'équilibre. Je pense que c'est important d'être, équilibré pour pouvoir, shooter en rythme. Donc équilibre plus rythme pour avoir une certaine, trajectoire, au panier et après il y a une composante qui est indéniable, c'est qu'il faut répéter. Répéter, 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 répéter et il y a que ça qui va, justement en fait, venir consolider, la balance, enfin l'équilibre et le rythme du shoot. Donc voilà, ce que je dirais moi, c'est ouais. Parce que, par exemple, une fille comme Marine Johannes, on pourrait dire, qu'elle shoot n'importe comment. Pourtant, en fait, dans ses tirs, elle est hyper équilibrée et tout est une question de rythme. C'est tout est lié, la mécanisme, Oui. à partir du moment où elle prend son impulsion, où elle s'envole en l'air, voilà, elle est gainée et ça, c'est super important pour garder l'équilibre, quoi. Ok, super. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie un peu suivante, le et maintenant. Tu vas vivre ta deuxième saison avec Villeneuve d'Ascq. Quels sont tes objectifs de ce point de vue-là et même quels sont les objectifs pour la suite de la carrière? Est-ce que tu comptes finir du côté de Villeneuve d'Ascq? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et du coup, plus précisément aussi, les objectifs de cette année avec Villeneuve d'Ascq. Alors les objectifs de cette année, ils sont quand même très ambitieux. On a envie de faire une très belle saison. Je sais que la Coupe de France, c'est un objectif du club parce qu'ils l'ont jamais remporté, donc je pense que dans cette compétition-là, on aura à cœur d'aller chercher quelque chose. Après, évidemment, c'est d'être dans le top 4, ce qui signifierait, d'être européen pour le club l'année prochaine et de jouer les premiers rôles évidemment au championnat. Et puis pour l'Eurocup, j'ai envie de dire faire aussi bien que l'année dernière, mais on sait que voilà, c'est un chemin qui est long. Mais voilà, déjà, je pense que le premier objectif, c'est de sortir des poules et donc voilà, Mhm. moi, mon objectif individuel, c'est de performer et d'apporter tout ce que je peux à cette équipe. C'est de retrouver un futur contrat, l'année prochaine, un contrat qui m'apportera un peu de stabilité jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles parce que ça reste mon objectif premier. Et évidemment, voilà, d'être performante pour être éligible en équipe de France 3-3 et cetera et cetera. Voilà un peu mes objectifs. Bon, vous connaissez le dicton. Jamais deux sans trois, donc troisième coupure. Cette fois-ci, on va faire une petite pub, hein. Petite pub pour les batteries externes. Faites pas comme nous. Pensez à les recharger. Ça vous évitera d'avoir votre téléphone qui lâche et donc plus de caméra pour l'interview. Voilà pourquoi vous venez de voir ce petit bug. En tous les cas, bah, merci pour rien, hein, puisque du coup, toujours pas de sponsor. Mais nous, on a une interview à finir. Donc je pense que on y retourne parce que Marie, elle nous attend encore.
Donc profitez bien de cette dernière partie de l'interview. Sur ce, on espère que vous vous êtes régalés. A few moments later. En train de dire, ah ça y est, comme il est de retour, c'est bon. Parce que du coup, ça va être à lui de te poser une petite question particulière, une question qui nous tient à cœur à tous les deux, mais qui lui tient encore plus à cœur à lui. Donc voilà, Ezou, je te laisse te poser cette fameuse question. Il y a quelques années, du coup, quand je t'ai connu en 2021, voilà, j'ai répondu à une de tes stories parce que tu avais fait ton record de points. Je te disais la WNBA, un jour, tu me disais jamais, d'une manière sec. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai répondu jamais comme ça. Oui, tu m'as dit jamais, genre en mode très fermé. Est-ce que ça serait toujours le cas ou tu te concentres vraiment sur Villeneuve, voilà, l'Europe, ou c'est pour toi quelque chose qui est inaccessible ou t'envisages pas? C'est bizarre, j'ai mis que jamais comme ça. Je fais pas de réponse sèche normalement, j'explique toujours un peu. Je devais pas avoir le temps. Non, Non, c'est pas en grave. vrai, non, non, ça, non, ça a pas changé. Je pense vraiment que je suis pas un profil qui est intéressant pour la WNBA, Mhm. et moi, j'ai pas forcément envie d'aller, tu vois, c'est pas un objectif. Ouais, Si un jour non. j'ai l'opportunité qu'on m'appelle, je pense que j'irai juste pour me nourrir de l'expérience et voir un peu comment ça se passe. Mais vraiment, moi, l'été, j'ai le 3-3. C'est pas forcément, voilà, un style de jeu qui m'attire, des masses. Après, si un jour j'ai l'opportunité, évidemment, je cracherai pas dessus. Je pense que c'est important. Ça reste une division où il y a les meilleures joueuses qui y jouent. Puis ça reste, voilà, le rêve un peu américain, le fait de côtoyer une autre culture et où le basket prend beaucoup plus de place. Donc évidemment, ce serait toujours hyper intéressant et nourrissant. Mais c'est pas du tout, un objectif, pour moi et encore, je pense que je suis pas non plus le genre de profil, qui serait, enfin, où ils sont demandeurs là-bas, quoi. Ils ont déjà suffisamment de joueuses, donc voilà. Ok, très bien. Et donc là, on a parlé du coup de ce que toi tu visais sur la suite, donc continuer à Villeneuve, performer au mieux, essayer de remplir les objectifs du club, essayer toi ensuite de retrouver un contrat qui t'apportera de la stabilité pour tenir jusqu'au jeu, comme tu disais, de Los Angeles. Là, je vais te poser une question un peu plus lointaine. On en a un petit peu parlé au début, justement. Je me rappelle aussi que tu as déclaré, je crois, il y a 5 ans environ, que tu te voyais potentiellement devenir coach à l'avenir pour l'après-carrière. Alors du coup, moi, ma question c'est coach ou prof de sport et pourquoi l'un des deux? Je sais que tu y as déjà un petit peu répondu en début d'interview tout à l'heure, mais là peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Non, je pense que je m'épanouirais beaucoup plus en tant qu'entraîneur. Donc c'est pour ça que je me dirigerais un peu plus vers cette voie-là, parce que je pense que les valeurs, qui m'animent aujourd'hui en tant que joueuse, tu vois, la discipline, la rigueur, le challenge, le dépassement de soi et cetera, je pense que c'est des choses que je retrouverais beaucoup plus en entraînant des jeunes, dans un centre de formation ou pôle espoir, tu vois, dans un projet où ils veulent aussi aller vers le haut niveau et ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, plus que, Oui. avec des élèves, qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et c'est vrai qu'on peut pas aller sur du haut niveau quand on est, avec des élèves, hein. On est plus sur des notions, que dans l'expertise et je pense que moi, j'ai besoin de ça pour m'épanouir dans ma vie de manière générale. En tout cas, j'ai l'impression que je le comprends de plus en plus et donc c'est pour ça que naturellement, je me dirigerai plus vers un métier d'entraîneur et au préalable plutôt des jeunes. Pour l'instant, gérer des égos ou faire du management, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Là, j'aimerais bien vraiment, tu vois, pouvoir, impacter, des jeunes adultes dans leur vie, ou essayer, tu vois, d'avoir une empreinte un peu positive, dans des valeurs que je peux leur inculquer, que moi-même j'ai eu la chance d'avoir à travers le sport et à travers d'autres personnes, quoi. Ok. Et pour un peu rentrer dans cette finalité d'interview, on sait que du coup, tu as été prof de sport, tu as été stagiaire, tu me dis si j'ai des bêtises, à Angers de 2016 jusqu'à 2007. C'est quoi la pire anecdote que tu as eu à faire en tant que prof de sport? La pire anecdote. La pire, c'est-à-dire? Enfin, genre, Vraiment qui t'a choqué dans le dis ah ouais, mais je suis vraiment dans un monde de, enfin, malade, même si ça reste des enfants, hein, où c'est un truc vraiment pas qui t'a mis hors de toi, mais en mode qui t'a vraiment choqué. bah, et j'en ai 2. Je Il y en a une qui est très courte, qui me fait enfin, qui m'a, comment dire? Enlevé, enfin, qui m'a mis dans une zone d'inconfort. En fait, Ok. j'avais des petites classes moi, parce que j'étais dans un lycée pro et donc j'avais 2 classes où Ouais. ils étaient 30, un peu moins et j'avais 2 classes où ils étaient, allez 12 et donc j'étais en rond, au début pour, bah, voilà, présenter la séance et tout et j'ai souvent alors pas aujourd'hui, mais j'ai souvent un chignon et en fait, Mmh, 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 une mmh. élève
Donc je sais pas, moi j'avais quoi? J'avais 3 4 ans de plus que les élèves, hein. J'étais pas forcément beaucoup Ah plus oui, âgée qu'elles, hein, d'accord. puisque Ok. moi j'étais stagiaire Mmh. et en fait, j'ai une élève qui je vois, elle est sur le côté, elle est en train de se rapprocher, elle se rapproche, elle se rapproche et puis elle arrive à ma hauteur et genre, elle me presse le chignon comme ça Ouais. Oh, et en l'anecdote! fait, ben, le premier réflexe que j'ai eu, genre, j'étais pas prof de PS, hein, j'étais redevenue, Marie-Ève. Je lui ai dit: «Tu Ouais. fais quoi là?» et puis en fait, je me suis reprise, je me suis dit: «Putain, je peux pas parler comme ça» et je me suis écartée, je me suis dit: «Mais enfin, c'est ça va pas, tu peux pas me toucher comme ça, enfin qu'est-ce qui t'arrive?» tu vois? Elle a dit: «Pardon madame, mais je sais pas, votre chignon il m'intrigue tellement que je voulais le toucher». J'ai dit: «Mais» donc ça, c'était une anecdote assez Ah, marrante c'est fou. Oh purée, je suis et mort. la 2e, alors c'est un peu moins marrant, mais moi avec du recul, moi ça me fait rire. En fait, je me rappelle, c'était aux alentours de novembre et en fait, la semaine, j'étais pas là parce que j'allais, en stage équipe de France après-midi Ok. et donc lundi, je reçois un appel du lycée et je me dis: «Putain relou, enfin genre ils ont oublié que j'étais pas là». Enfin tu vois, je décroche et là, c'est la proviseure, donc ma Oh, boss, waouh. qui m'appelle C'est le et qui me problème. dit: «Oui, bonjour madame Paget, je vous appelle, parce qu'on a un petit problème» et là, dans ma tête, je me suis dit, je tu Aïe, sais, j'étais aïe, prête à aïe. dire: «Mais oui, j'ai eu l'accord, vous m'avez autorisée à pas être là», parce que moi, j'étais pas là, hein, j'étais à Dijon, hein, et en fait, pas du tout. Elle me dit: «Voilà, on a eu un incident dans votre classe, ça s'est passé, mercredi dernier. Vous avez été filmé à votre insu et vous avez fini sur Waouh. Snapchat, dans une story, et en fait, elle me dit: «Voilà, Oh. on vous voit, bah, vous énerver contre une élève, parce que c'était, enfin, je sais plus ce qu'elle me dit, hein, on vous» et en fait, dans ma tête, Aïe, je aïe, revois aïe. la scène parce qu'en fait, je me rappelle, c'était dans une classe, j'étais avec 30 meufs, il y avait que des nanas. Aïe, C'est aïe, une aïe, classe aïe, très aïe. difficile et en fait, on était dans un cycle Ah ouais. volley et là, en fait, il y a 2 nanas qui ont commencé à faire les kékés, à vouloir se frapper. Elles voulaient se péter à toutes les 2. Elles Oh là commençaient à là monter: là là «Ouais, là tu veux là. quoi? Tu veux quoi?» Ah et en fait, ouais, putain. quand j'ai vu ça, bah, je suis arrivée vers elle, donc je me suis mis au milieu d'elle et j'ai dit: «Mais vous vous foutez de ma gueule? Vous faites quoi là?» Aïe, Donc en aïe, fait, aïe, aïe, aïe. j'ai réglé Ah le problème. le truc quoi. Oui. Je leur ai dit: «Mais» je dis: «On se comporte pas Bah comme oui. ça, si vous avez un problème, vous parlez calmement, il y a pas à parler». Enfin, voilà, j'ai haussé le ton, j'ai crié et puis, bah, après c'est rentré dans l'ordre et la séance s'est terminée. Sauf qu'en fait, je pense qu'il y a une fille, du coup, il y a une fille qui a filmé cette scène et en fait, je me suis dit: D'accord. «Putain, elle va niquer la proviseure parce que j'ai dit: "Vous vous foutez de ma gueule"». Tu vois? Je me suis dit: «Elle va me dire, bah, enfin, Ah ouais, vous bah oui. faut pas que vous parliez comme ça, tout ça» Ouais, et en fait, ouais. pas du tout. Elle m'a dit: «Écoutez madame, on n'a pas le droit de filmer les enseignants. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir porter plainte et je vous incite vivement à aller porter plainte. Cette élève, voilà, il faut qu'elle se rende compte des actes qu'elle a faits, c'est pas normal, donc en tout cas, quoi que vous décidiez, moi je serai derrière vous». Enfin, en fait, elle m'a pas du tout niquée Waouh. quoi. Ah ouais. Elle m'a défendue et elle m'a dit, j'avais une proviseure, elle était géniale. Elle m'a dit: «Voilà, bah, si enfin, quoi que vous décidiez, on sera derrière vous, mais moi, je vous encourage à porter plainte parce que ce genre d'incident ne peut pas arriver. Les élèves n'ont pas le droit au téléphone et encore moins en cours» et cetera. Bon, au final, tout s'est bien fini. J'ai décidé de pas porter plainte parce que c'était une jeune fille qui avait des soucis, familiaux à ce moment-là et moi, clairement, j'avais vraiment pas le temps pour aller déposer plainte à la police Oui, entre bah oui. mon emploi du temps de malade, entre Forcément. les cours et tout ça, j'avais pas envie et je me suis dit: «Je vais pas rajouter ça à la» donc il y a eu un conseil disciplinaire et au final, voilà, elle s'est excusée. Alors je pense qu'elle s'est excusée parce qu'elle avait vraiment pas le choix, mais tu sentais qu'elle était pas au top de sa vie et Ouais, ouais, bon ouais. bref, voilà. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça et au final, j'ai plus eu de soucis avec, cet élève-là. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit: «Je vais me faire défoncer» parce que j'ai pas forcément, parlé comme il aurait fallu que je parle et en fait, et non et puis après, moi, avec du recul, je me dis: «Ouais, je finis sur la story du lycée, mais bon, je m'en fous parce qu'au final, j'ai fait Oui. preuve d'autorité, tout le monde Bah s'est c'est ça. calmé et voilà, il Ouais, faut me ouais. respecter un peu». Au final, t'avais réglé l'histoire, Voilà. donc Non, non, c'est clair, donc voilà, c'est 2 anecdotes, ok. c'est oui, ça en est En, passé d'autres, mais voilà, Pour c'était en marrant. restant dans la pour folie, finir moi, à j'ai ouais. envie de te poser la question. On va finir par un petit quiz à la toute fin de 4 questions que j'ai pour toi, rapide. Mais avant, on a encore 2 questions. OK. J'ai une première question qui reste sur une partie anecdote. C'est j'aimerais bien que tu nous racontes ton anecdote la plus folle en compète, que ce soit en club ou avec les Bleus, que ce soit en 3-3 ou en 5-5. C'est quoi l'anecdote la plus folle que t'aies vécue en compétition? L'anecdote en compétition, hein, officielle. Oui, c'est ça.
Mmh, bah, moi, je trouve ça fou parce que ça me dépasse, mais par exemple, TQO pour les Jeux de Tokyo, Ok. heu, donc tournoi covid, heu, l'espace pour s'échauffer, c'était une tente. Oh, waouh. On avait, l clairement, Ah ouais. 10 mètres Ah oui. carrés pour s'échauffer à 8 personnes, avec l'équipe d'avant, l'équipe Oh, d'après punaise. et en fait, on préparait une qualification olympique. Ouais. Donc on faisait de la course, sur 4 mètres, on faisait des t enfin, c'était ridicule, on n'avait pas l'opportunité de shooter et en fait, me dire que je devais m'échauffer dans ces conditions-là pour pouvoir préparer une qualification olympique, je trouvais ça juste dingue et c'est ça le 3-3. Des fois, on va s'échauffer, dans la rue, des fois, bah, là, par exemple, la dernière coupe d'Europe, pardon, il s'est mis à pleuvoir, on n'avait pas de terrain d'échauffement, on s'est chauffé dans une tente. Enfin, voilà, c'est des anecdotes assez, ouais, on est arrivé sur le lieu de Ouais. compétition pour jouer notre match à 10h25 et finalement ça a été reporté à 16h, à 17h25, Ah tu oui, vois? d'accord, ok. Et ça, tu le vois qu'au 3-3. Bah oui, oui. Donc c'est ce genre d'anecdotes-là que j'ai, ouais, où tu arrives, et puis, en fait, les Mais conditions, elles sont pas optimales, quoi. Mais en fait, tout le monde est pareil, c'est normal, quoi. Genre, il y a personne qui va se plaindre, qui va dire: «Mais ça va Oui, pas», oui, bah oui. c'est normal. Mais ça reste fou pour nous, hein, en tout cas. Bah, ouais, c'est fou de se dire que tu prépares, tu prépares une de tes échéances les plus importantes pour te qualifier pour les Jeux olympiques et tu t'échauffes dans 4 mètres carrés. C'est une Ça a pas folie. de sens. c'est incroyable. Voilà. Mais du coup, moi, Marie, j'avais une dernière question dans cette interview. Je t'ai toujours vu jouer avec des espèces de bouches à oreille. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Genre, ça Bah, t'aide à mieux entendre les matchs? Je sais non, pas, en pas du fait, tout, c'est des trucs blancs sur les oreilles. ouais, j'ai des piercings et donc du coup, je Ouais. peux pas les enlever, donc je mets du tape dessus pour protéger. C'est obligatoire. Ah bon? Ah, Mmh. mais je pensais pas que c'était, des sortes de bijoux que tu cachais. Je pensais que c'était par rapport à l'aspect du Non, jeu non, ou là, c'est des bijoux, en c'est des fait. bijoux. C'est des bijoux que je cache. Très Ah d'accord, bien. pas de souci. Ben, Mathia, je Ok. pense qu'on peut passer à ton quiz. Et bah c'est ça. Donc la dernière partie que j'ai appelée la balle de match, hein, comme ça on reste dans le thème du sport et la finalité de quelque chose. Alors j'ai un petit quiz très simple, ça va être 4 questions. La première c'est 2 questions en une, c'est est-ce que tu connais ton record de points en carrière et ton record de passes en carrière? Et si oui, est-ce que tu pourrais te souvenir contre qui c'était? Ligue et Ligue 2 confondues? Oui. Ou Alors il faut que je me... On va prendre à partir du moment où tu es passé à Angers. ah OK. Heu, je crois que mon record de points, ça doit être 21 Ok. et c'est contre Tarbes, non? Moi j'ai 20 et c'était contre Angers justement, le 11 décembre 2021, OK, Quand ton je ancienne suis à équipe, du coup. l'association, contre ton ancienne équipe. Et j'ai remarqué que OK, d'ailleurs, t'as c'est souvent fait possible. des grosses performances contre tes anciennes équipes. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Mmh. Sentiment de rancœur ou? Non, même pas. Je pense que c'est, le bonheur de les retrouver. Ouais. J'en fais honneur. En plus, tu les connais assez bien, du coup. Du Ouais, coup, c'est c'est plus ça. facile. Ouais. OK. Bah, voilà, j'étais pas très loin. Je pensais que c'était 21 contre Tarbes, mais en fait, je pense que j'ai dû faire 20 points aussi contre Tarbes, il me semble. Ouais. Enfin bon, bref, OK et les passes, par contre, j'en ai aucune idée. Alors je vais te donner la réponse, t'as fait 3 fois 8 passes décisives dans ta carrière. En tout cas, dans les statistiques de tous les Mmh. matchs que j'ai regardés, moi, du coup, de cette partie. Il y avait en 2017, tu l'as fait contre Mondeville. Ensuite, tu l'as fait contre Tarbes, justement. C'est un match où tu marques 17 points aussi. Et d'ailleurs, j'ai noté que tu avais une certaine coéquipière qui s'appelait Céline Dumerc à ce moment-là. Et tu Mmh. l'as aussi fait le 18 décembre 2021 contre Charleville, où tu avais marqué 9 points également. Et là, il y avait 2 coéquipières que nous, qu'on aimait bien en tant que joueuse avec Ezou, qui s'appellent Sophie Cunningham et Marine Fautou aussi. Voilà, donc on a Mmh. noté parce que Ouais. forcément, c'est des coéquipières qui pour nous sont notables. Voilà, donc ça c'était pour les records, très bien. Alors du coup, question suivante, est-ce que tu sais quelle est la coéquipière avec laquelle tu as joué le plus de matchs? Je dirais Kendra Cherry. Eh bien, oui, c'est ça, c'est ça. Et quelle est la C'est ça? coéquipière que le monde connaîtra plus précisément? Donc là, on va parler plus des coéquipières un peu plus notables dans le sens où quelqu'un qui a juste vu l'équipe de France, par exemple. Euh, Ah bah, Letty, je suppose? Eh bah non, parce qu'avec Laetitia Guapo... Ah oui, non, parce que du coup, je prends pas en compte les sélections 3-3.
Là, c'est vraiment Ah, Ah, les matchs joués en 5-5. Oui, pardon. c'est en 5-5 là uniquement. quelqu'un que les gens connaîtraient mieux que Kendra, c'est ça? Oui. Exactement. Ta plus, entre guillemets, pour nous, Bah, la plus grande coéquipière notable les avec laquelle tu Caps? as joué. Bah, Céline Dumerc, non? C'est ça, exactement. Vous avez joué 107 matchs Exact. ensemble. Bah ouais, Et on a joué 4 saisons c'est ça, exactement. Et donc, du coup, avec et je pense Laetitia, qu'elle a un peu moins de matchs que Ken parce qu'elle a été blessée, Caps, sur oui, ces saisons-là. ça doit être Mais ça. sinon, c'était pareil, quoi. C'est ça. Et après, Laetitia, par exemple, en 5-5, vous avez joué que 13 matchs ensemble à Nice. Mais bon, par contre, vous Mmh. avez pas mal de matchs ensemble joués en 3-3, bien évidemment. Au niveau de tes Mmh. adversaires, alors là, par contre, je me rappelle plus si c'est l'adversaire que tu as le plus affronté. Mais en tout cas, au niveau des adversaires notables que les gens pourraient connaître, est-ce que tu sais quelle est la joueuse que tu as le plus affrontée? J'en sais rien. C'est Sarah Michel. Vous avez joué 27 fois l'une contre l'autre. Et c'est impressionnant. Marrant Et ça. après, c'est justement Laetitia que tu as affronté 24 fois au total en 5-5. Donc c'est assez marrant OK, c'est de voir parce que c'est quand même, moi marrant ça. j'ai trouvé que c'était fou parce que tu as joué plus d'une vingtaine de matchs contre certaines joueuses. Donc ça montre aussi la longévité que tu as au plus haut niveau en France, dans le championnat de France, justement, avec le fait d'affronter des joueuses Mmh. comme ça que tu as affronté assez souvent. Et ma dernière question pour finir en beauté, parce qu'on a parlé de pas mal des rosters de 3-3 que tu as fait, avec qui tu as joué. Moi, j'aimerais savoir est-ce que tu te souviens du roster avec lequel vous faites médaille de bronze au championnat d'Europe en 2021. Oui, bien sûr. Il y avait, Minia Touré, Letty Guapo et Soana Lucé. Très bien, parfait, nickel. Et bah, c'est super, t'as eu tout bon, enfin quasiment tout bon, en tout cas au niveau des coéquipières et des coéquipières déjà, que ce soit pour le roster de 2021 ou de des coéquipières avec lesquelles t'as le plus joué. Et à côté de ça, Mmh. bon, les adversaires, forcément, c'est plus compliqué de se rappeler contre qui on a l'habitude de jouer. Et parfois, les statistiques, toi, tu l'as si bien dit, comme tu joues beaucoup pour le collectif et que pour toi, quand il y a des récompenses individuelles, c'est souvent que du bonus. Ça me paraît plus logique avec ton style et la manière dont tu es de pas forcément te souvenir exactement. Mais t'étais pas loin déjà au niveau des points. Mmh. Ça, c'était bon. Ouais. Donc, Mmh. donc voilà, et bah c'est la fin de cette interview. Avec Ezu, nous on va te dire vraiment un grand merci parce que t'es la première. Nous on démarre aussi, ça fait 1 an vraiment qu'on a remis ce projet sur pied. On n'a pas énormément de Mmh. monde en soi qui nous suit pour l'instant, mais en tout cas c'est un plaisir que tu nous aies répondu et que t'aies accepté de faire cette interview avec nous, qui s'est très bien passé pour nous. Donc on espère que pour toi aussi. Ben, pour moi aussi, mis à part les petits problèmes, techniques, mais ça, Problème c'est en technique. dehors de notre volonté. Mais non, Exactement. c'était nickel. Merci, merci pour l'invitation et c'était avec plaisir et je vous souhaite, bah, de recevoir encore plein de sportives et plein de sportifs et continuez à fond ce que vous faites, c'est cool. Et bah merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, c'était incroyable. Et je pense que du coup, on peut finir l'interview là-dessus. Merci tout le monde d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Activez bien évidemment la cloche et allez suivre Marie-Ève parce que, bah, faut le dire, hein, c'est l'une des meilleures joueuses de 3-3 pour l'équipe de France que moi j'ai connue. Donc, allez suivre sa carrière parce que, en plus d'être une super joueuse, c'est une superbe personne humaine. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup et salut tout le monde.